Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste chaque dimanche pour vous faire la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je suis avec une éminence grise de mon pays, une compétence et je l'assume. Je suis avec Jean-Jacques Mamba qui est porte-parole du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Très heureuse de vous recevoir, Jean-Jacques Mamba. C'est un plaisir partagé. Une petite question qui fait le buzz un tout petit peu. Je vous la pose tout go. Qui est votre créateur en fait? Ah ok, c'est Dieu qui nous a tous créés, il me semble bien. Donc le créateur, il est divin, c'est Dieu, et puis voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait d'hommes qui créent d'autres hommes. C'est quand même un langage assez condescendant, et je ne pense pas qu'en politique on puisse l'employer. Mais quand même, vous direz que vous êtes en politique un peu grâce à Jean-Pierre Bemba. Il vous a peut-être façonné, il est peut-être votre mentor, peut-être c'est le mot exact. C'est notre président national, c'est notre autorité morale, mais je pense que lui aussi travaille avec des personnes qui ont des talents, et je pense qu'il sait choisir ses collaborateurs. Donc je pense qu'il y a, dans un parti politique, chacun amène du sien, dans un groupe, chacun amène du sien. Je ne pense pas qu'il y ait des créateurs d'autres, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous montrent la route, des personnes qui arrivent avant nous, des mentors, mais la création, c'est un domaine divin. Lorsque vous entendez un politicien dire des choses comme ça, il faudrait bien comprendre l'émotion qui caractérise ses propos. Et il faut peut-être faire des commentaires dans ce sens-là, mais ce n'est pas logique du tout de traiter un ancien collaborateur qui était gouverneur d'une ville, parce que je suppose que vous faites allusion à monsieur Mende, qui dans son verbiage incongru dit souvent des choses qui ne sont pas, je veux dire, assez logiques. Mais bon, on peut le lui pardonner, c'est son rôle aussi malheureusement, mais ça ne se dit pas. Porte-parole du MLC, c'est vrai que ce métier porte un peu à confusion. Quand on dit porte-parole, vous portez quoi au fait? Les paroles, les actes de Jean-Pierre Bemba, les paroles de Jean-Pierre Bemba ou les actions du MLC au fait? On aimerait bien savoir un peu, circoncire un peu ce métier de porte-parole. Écoutez, porte-parole dans n'importe quelle structure, ça peut être un parti politique, ça peut être un gouvernement, ce n'est pas très loin de la fonction du rapporteur, c'est-à-dire qu'au niveau, il y a des structures dans le parti, il y a des activités qui sont faites au niveau des structures de parti, et pour porter ces différentes activités au public, on choisit un vecteur, c'est-à-dire une personne qui va finalement présenter au public la position du parti ou des activités du parti. Et c'est ça le rôle d'un porte-parole, c'est-à-dire que nous ne défendons pas nos propres opinions, et lorsque c'est le cas, nous disons en ce qui me concerne, mais nous sommes mandatés pour transmettre ou vectoriser... Vous engagez en fait le parti et le président et votre autorité morale. Oui, aussi. nous vectorisons en fait les positions du parti par rapport à l'actualité politique, par rapport aux actions qui sont menées. Mais il faut savoir dissocier les points de vue, par exemple, personnels de Jean-Jacques Mamba avec le point de vue du porte-parole. Raison pour laquelle vous m'entendrez lorsque nous discutons, je dis en ce qui me concerne, mais lorsqu'il faut parler du parti, je dirais, écoutez, le MLC dit. Donc je pense que quelque part, on peut avoir des opinions, mais dans une discipline comme dans une équipe de football, nous sommes dans la ligne du parti et ce sont plutôt les opinions du parti qui prévalent sur nos opinions personnelles. C'est vrai, avant d'entrer dans la rétrospective proprement dite, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a débat au sein de votre parti, le MLC? Parce que vous prenez la démocratie, c'est vrai, dans les autres instances, vous voulez l'alternance, vous voulez la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas de frondeur au sein du MLC? Ben, vous savez, je vais quand même demander la permission au secrétariat national de pouvoir vous inviter lors de nos réunions du comité exécutif national. Je pense que nous avons un débat qui est très ouvert au sein du parti. Lorsque les questions sont posées, les avis divergent. Et donc la majorité, de manière très argumentaire, pas fanatique, la majorité de ceux qui pensent avoir raison argumente. Et si la majorité décide, le reste du groupe se plie. Je pense que dans notre parti, c'est comme ça que cela fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y a des approches caricaturales. Vous avez des gens qui vous disent qu'écoutez, dans tel parti, il n'y a pas de démocratie, ainsi de suite. Mais moi, je peux vous assurer que les structures fonctionnent et que nous ne sommes pas toujours d'accord, mais que ceux qui ont les meilleurs arguments et qui sont majoritaires, lorsque la décision est prise, les autres abdiquent. C'est un peu ça la loi du parti. Dans n'importe quel parti politique, c'est la majorité qui décide, mais pas de manière mécanique. Je veux dire qu'il y a quand même une argumentation et une discussion qui est soutenue et ce n'est qu'à la fin que les options sont prises. Je sais que lors des deux élections passées, le MLC tenait mordicus à ce que Jean-Pierre Bemba soit le candidat pour le MLC, mais il faut être réaliste. On sait qu'il est à la CPI et sa sortie est toujours probable. Pour 2016, vous allez encore nous dire à cette population que non, mordicus, Jean-Pierre Bemba, notre candidat. Il faut être réaliste. Écoutez, vous savez... Parce que le MLC ne peut pas présenter quelqu'un d'autre à part Jean-Pierre Bemba. Lui-même sait qu'il est à la CPI, il ne phagocyte pas un tout petit peu. Non, j'aimerais que nous soyons... C'est une force politique aujourd'hui. J'aimerais que nous soyons un peu... Il n'est plus la deuxième force politique de l'opposition aujourd'hui, il faut être réaliste. Je parle des calculs parlementaires. Après l'UDP, c'est le MLC, donc nous sommes encore la deuxième force jusqu'aux prochaines élections. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que, vous savez, même en France, ce n'est pas tous les partis qui présentent un candidat à la présidence de la République.
il y a une ambition qui est grande, celle de gagner les élections. Et cette ambition grande doit être soutenue par des moyens, mais aussi est très liée à la personne que vous envoyez au combat. Il faut que cette personne ait une notoriété nationale. Ce n'est pas un devoir pour tous les partis d'avoir un candidat à la présidence de la République. Un parti présente un candidat lorsque celui-là remplit certaines conditions, notamment pour un pays comme le Congo. Dans un contexte où les partis politiques ne sont pas financés, il faut que le candidat soit en mesure de soutenir une campagne électorale. Donc vous avez bien comprendre ici qu'il doit affréter un avion sur toute l'étendue de la République, 1 ou 2 avions, amener la presse avec lui. Nous sommes en train de parler en termes de millions de dollars. Le MLC ne veut pas présenter des candidatures fantaisistes. Donc s'il faut que nous soyons 100 candidats, parce que ceux qui vont se présenter comme des candidats ne seront pas en mesure de tenir une campagne électorale, on ne va pas nous le reprocher. Donc ici, il s'agit de choisir le meilleur parmi nous, celui qui remplit ces conditions. Et rappelez-vous que M. Bemba, en 2006, il avait plus de 40%, donc c'est quand même une personne qui en aura... En 2011, vous avez raté la partie. En 2016, non, en 2011, nous n'avions pas de candidat, mais vous avez vu comment le scrutin s'est passé. Vous avez choisi Jean-Pierre Bemba? Non, je pense que nous avions été pour tous les candidats de l'opposition et nous avions parlé des différentes qualités des uns et des autres et nous avions demandé aux militants de se prendre en charge au niveau de leur choix individuel. Nous n'avions pas orienté parce que nous ne voulions pas être contre les uns ou contre les autres. Nous avions laissé la bataille se faire, mais malheureusement avec un seul tour, ce n'est pas évident. Et voilà donc ce que je veux. Pour qu'il y ait le deuxième tour cette fois-ci. Mais je pense que le contexte ne s'y prête pas. Nous nous battons d'abord pour qu'il y ait l'alternance en 2016. Nous nous battons pour que les élections aient lieu, notamment celles qui sont assorties de contraintes constitutionnelles en 2016 en novembre. Et après cela, avec un gouvernement plus responsable, avec un président de la République visionnaire, il sera question de remettre sur la table des questions qui nous ont longtemps divisés, comme par exemple le fait que le président de la République doit avoir une majorité absolue et que donc on doit remettre le système de 2 tours pour permettre à ce que le président ait une assise qui soit au-delà de son appartenance tribale ou linguistique, parce que c'est ce qui est le cas maintenant. Donc M. Kabila a été élu avec moins de 50% et c'est l'Est qui l'a voté, alors qu'il est le président de l'ensemble du pays, il est le président du centre. Il faudrait vraiment qu'il y ait une coalition et que 51% de Congolais puissent voter un président, de telle sorte que cette majorité s'impose à tous et soit acceptée par tous. Voilà, nous entrons maintenant de plein pied dans la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, nous ouvrons donc cette rétrospective par l'actualité qui fait le buzz. Vous l'avez sans nul doute deviné, c'est la démission de Moïse Katumbi, comme le disent les médias étrangers. Le tout-puissant gouverneur de l'ex-Katanga, il a démissionné du PPRD. Et ensuite, nous vous proposons la réaction d'un Congolais, Claude Machala. D'aucuns le redoutaient, certains le prédisaient. Moïse Katumbi ne sera plus associé ni au gouvernorat de l'ex-Katanga, moins encore au PPRD. Dans différents messages sur son compte Twitter, tout comme dans ses lettres adressées aussi bien au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qu'au secrétaire général du PPRD, l'homme fait un véritable réquisitoire contre l'actuel pouvoir. Moïse Katumbi, très critique, parle même des dérives inacceptables, en toile de fond le non-respect de certains prérequis de la Constitution. J'ai quitté le parti parce que, vous savez, si je suis entré dans le parti, c'est parce que le parti respectait la démocratie et la Constitution dans notre pays. Dans notre Constitution, c'est très clair. Il n'y a pas un article où on dit qu'on doit nommer de commissaires spéciaux. On doit élire le gouverneur. C'est dans la Constitution. Désormais, celui que l'on surnomme président sponsor compte se lancer dans une bataille qui certes va se dérouler loin d'un terrain de football. Maintenant, je vais aussi me battre pour que la Constitution dans notre pays soit aussi respectée. C'est le plus important pour moi. Jusque-là, le président Kabila n'a jamais dit qu'il allait être candidat, il allait avoir un 3e mandat. Que X ou Z soit candidat après 2016, là n'est pas mon problème. Le problème, nous devons respecter la Constitution. Moïse Katumbi continue d'entretenir le suspense quant à sa candidature à la présidentielle de 2016. Je ne dis pas que je serai candidat, je quitte le parti pour prendre un petit repos pour le moment et réfléchir sur qu'est-ce que je ferai pour l'avenir. En attendant, tous restent aux aguets dans l'attente d'une prochaine défection ou ralliement au sein de la majorité présidentielle qui, selon certains observateurs, passe par des moments de turbulences sans précédent, ce depuis près de 10 ans. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, la démission de Moïse Katumbi est un non-événement. Un démissionnaire qui démissionne, c'est un non-événement pour nous autres. Après le passage de M. Martin Kobler à Lubumbashi, Martin Kobler que nous avions
surnommé depuis un certain temps Ibenge, parce qu'il est en train de coacher certains politiques ici. Après son passage, disais-je, à Lubumbashi, nous nous attendions à quelque chose. Parce que ce monsieur tient à ce qu'avant son départ, que quelque chose de pas du tout normal puisse se faire au Congo. Mais je crois qu'il se trompe. Claude Machala reste très confiant et estime que ce départ prévisible de Moïse Katumbi n'aura aucune conséquence. Mais lui, il a fait 5 ans en 8 ans. Il devait se gêner. Il ne s'est pas gêné. Le problème est que ce n'est qu'un des maillons de la chaîne. C'est que dans la vie de tout homme, c'est toujours la même histoire. Chacun de nous a son Judas, son Pierre et son Thomas. Et à chacun de nous, par rapport à sa conscience, de se poser la question de savoir quel pourrait être mon nom à moi par rapport à Judas, par rapport à Pierre ou par rapport à Thomas. Faisons comme si on était en 2004-2005, je ne le connaissais pas, nous ne le connaissions pas. Comme d'habitude, et dans son ironie, Claude Machala lui souhaite un avenir meilleur. On ne peut que lui souhaiter bonne chance, mais que voulez-vous, autrefois, Satan, c'était l'ange de lumière, quand il était à côté de son père. Mais quand il s'est retrouvé dehors, je crois que l'évangile de la première page à la dernière, on nous rappelle à chaque fois d'éviter de le fréquenter. Alors faisons comme ce qui est dit dans la bonne nouvelle, évitons le diable. Claude Machala reconnaît avoir perdu un partenaire de taille, mais qui selon lui n'est pas indispensable ni inamovible. Jean-Jacques Mamba, nous avons suivi notre excellente confrère Élisée Odia et John Ngila par rapport à la démission de Moïse Katumbi. On se pose la question, c'est un non-événement? Mais vous savez, pour nous, l'opposition, si on a porté un petit intérêt par rapport à cette démission, c'est les raisons qui ont été avancées. Je pense que nous sommes dans une république. Au-delà de nos appartenances politiques, il faudrait qu'à un certain moment on se mette d'accord sur une chose. La seule chose qui nous met d'accord dans un pays qui est considéré comme appartenant à tout le monde, c'est qu'il y ait une constitution, qu'il y ait des règles qui soient respectées. Lorsqu'un camp, c'est-à-dire des partenaires politiques, pour des raisons inavouées de refus d'alternance, pour des raisons de conserver des privilèges, pour des raisons de refus d'aller dans l'opposition, veulent manipuler les textes, au lieu d'aller sur le terrain des idées et convaincre par un bilan qui n'existe malheureusement pas, en ce moment-là, c'est toute la population, et notamment l'opposition qui représente aujourd'hui une grande partie de la population, qui se met à pied d'œuvre pour attaquer et se battre pour que soient préservés les acquis, finalement, de cette constitution qui date depuis 2006. Et c'est sur ce point-là que nous sommes d'accord avec M. Moïse Katumbi ou avec le G7. Vous ne pensez pas que c'est une fuite en avant de Moïse Katumbi? Il a été, comme l'a dit Claude Machala, pendant presque une dizaine d'années à la tête du gouvernorat du Katanga. Il a aussi un bilan à défendre. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Il ne veut pas... Non, ce que je voulais faire, c'est... Je voulais évoluer pour vous dire simplement le point sur lequel nous sommes d'accord. Et maintenant, et ça n'engage que moi, des questions légitimes peuvent être posées par rapport aux motivations. Les motivations et les faits sont deux choses différentes. Nous, les faits, nous constatons qu'il a démissionné parce qu'il dit que la Constitution ne va pas être respectée. Il n'a pas démissionné comme gouverneur du Katanga, mais il a démissionné du PPRD. Du PPRD parce que... nuance. Mais si vous le suivez bien, il dit au début qu'il était dans le PPRD parce que la Constitution est respectée, alors que notre Constitution a commencé à être violée depuis plusieurs années. Il y a eu beaucoup de méfaits que nous pouvons attribuer à la majorité, son incapacité à gérer ce pays, les guerres qui n'ont pas cessé, la situation socio-économique, le fait que nous passions en 2011 de 2 tours à 1 tour. Je pense que le G7 a appuyé cette démarche alors qu'elle savait bien que c'est une démarche d'instabilité. Donc, on allait bientôt nommer les commissaires généraux, spéciaux pour les provinces, de gré ou de force, M. Katumbi aurait dû être remplacé. Donc, dans ce cadre-là, on peut se poser des questions légitimes de savoir si c'était un timing qui était vraiment lié à la compréhension du manque de volonté de la majorité d'organiser les élections dans les délais, ou c'était lié par la force des choses, je parle du timing simplement, et que, in fine, il allait cesser d'être gouverneur. Donc ça, ces questions-là peuvent être posées, chacun peut les interpréter, mais ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes plus à l'époque de Wenge, excusez-moi l'expression, où lorsqu'il y avait des chemins entre les camps, les gens commentaient, se mettaient dans un camp ou dans un autre. L'heure est très grave. Nous avons un gouvernement qui s'est déclaré en faillite, incapable d'organiser les élections. Nous avons fait un focus sur le respect des délais constitutionnels. Nous avons déposé des mémos. C'est un peu de la distraction. Oui, c'est de la distraction. Nous avons déposé un mémo à la CENI. Nous n'avons reçu aucune réponse. Nous venons de constater que les délais pour l'organisation des élections provinciales ont été entamés, qu'il n'y aura
probablement pas d'élections locales, que nous n'avons pas, je veux dire, enrôlé les nouveaux majeurs, et que jusque-là, le gouvernement, avec son budget, nous en parlerons certainement, avec son budget de 8 milliards assez fataliste et sous-estimé, et surtout dénué de tout sens d'ambition. Voilà les questions qui nous préoccupent. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est des querelles maison. Monsieur Katumbi a commencé avec le PPRD, avec l'AFDL il y a des années. Nous étions en train de décrier, nous étions en train de décrier la mégestion, cette forme de manque d'ambition. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il pourra convaincre plus d'un sur sa réelle volonté de combattre un système dans lequel il était. Mais pourquoi pas, même dans un mariage, Jean-Jacques Mamba, quand ça va pas, même après 50 ans, on divorce, c'est à peine 10 ans de mariage. Oui, mais raison pour laquelle nous le rejoignons, nous le rejoignons sur les raisons avancées, mais nous nous posons des questions légitimes sur les motivations de ces actions. C'est-à-dire que oui, il dit que bon, la Constitution n'est pas respectée. Nous, le MLC, nous le pensons. Nous pensons que nous allons vers un glissement. Nous pensons que l'État a organisé un mur artificiel pour ne pas organiser les élections et nous amener dans une situation d'état de siège ou je ne sais quoi, ce qu'ils ont prévu. Nous en sommes conscients. Il vient appuyer notre position. On souhaitait qu'il le fasse beaucoup plus tôt parce que c'était très prévisible. Nous avions commencé notre combat depuis 2011. Bon, malheureusement, il l'a fait un peu tard, mais nous n'allons pas refuser les allégations qu'il a avancées parce qu'elles sont fondées. Mais nous restons dans un doute légitime. Président, sponsor, par rapport, Moïse Katumbi. D'ailleurs, j'ai lu sur Twitter, la page Twitter de Paris Match, c'est le seul candidat qui peut battre Joseph Kabila. Président sponsor, pour vous, comme l'a dit Élisée Odia? Mais écoutez, il y a eu... Il a les moyens, les capacités, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a eu Katanga Business, je me rappelle, M. Katumbi parlait, il disait que 60 millions, c'était rien, alors qu'il y a des Congolais qui vivent avec moins de 30 centimes par jour. Oui, c'est vrai qu'il est richissime, c'est vrai qu'il aurait commencé ses affaires avant même de devenir... Mais écoutez, ça c'est sa vie, ça c'est son patrimoine. Ce qu'il peut faire de son argent, comment est-ce qu'il va investir pour pouvoir gagner une élection, ça c'est sa stratégie avec ceux qui le suivront. Nous, le MLC, nous ne sommes pas dans ce schéma-là, nous sommes en train de dire simplement que on a abusé de la population. Mais non, une question pratique. C'est vrai que vous n'avez rien à voir, mais si aujourd'hui, c'est peut-être plus un secret de polichinelle d'ici là, s'il se présentait comme candidat à la présidence de la République, vu ses capacités financières, vu sa notoriété, vu, je sais pas, il est aimé, on peut pas dire le contraire de ça. Moïse Katumbi est apprécié de la majeure partie des Congolais. Ça se voyait dans les fêtes. Quand Moïse Katumbi descendait quelque part, que ce soit dans le Bandundu, dans l'Équateur, qui ne connaît pas Moïse Katumbi en République démocratique du Congo? S'il s'est présenté aujourd'hui comme potentiel, comme candidat président de la République, MLC le soutiendra? Non, je pense qu'il faudrait faire la part des choses. Il faut nuancer. Vous savez, la popularité, même les pasteurs, comme le pasteur Moukone est très populaire. Il y a beaucoup de gens qui sont aimés dans ce pays. Il ne suffit pas d'être aimé, apprécié pour avoir la prétention d'avoir les capacités de gérer un grand pays comme le Congo. Mais il a été un bon gouverneur, non? Il a fait passer il a fait passer les recettes du Katanga dans les secteurs douaniers de quelques millions aux milliards. Donc, félicitations à l'échelle nationale. Il faudrait que cela soit aussi vérifiable à l'échelle, ça c'est à l'échelle provinciale si vous voulez. Cela peut être vérifié aussi à l'échelle nationale. Nous n'avons pas... je ne suis pas là pour l'évaluer. Vous comprenez bien que je ne doute pas de ses capacités, mais je dis simplement que pour être candidat président de la République, dans une situation critique où nous avons maintenant un budget de 8 milliards alors que l'Angola a un budget de 68 milliards, où nous sommes le pays le plus pauvre au monde, il faut plus que de la popularité, il faut plus qu'être aimé, il faut être vraiment un vrai technocrate, avoir une vraie vision et surtout avoir le background. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui nécessitent un minimum d'outils intellectuels pour les réaliser. Et je pense que le Congo aujourd'hui, c'est un grand défi. S'il a ces outils-là, tant mieux pour lui. Nous n'allons pas le soutenir parce que nous soutiendrons notre candidat. Donc là, je donne la position actuelle. On verra bien comment les choses vont évoluer. Mais je ne pense pas que le MLC soit en quête de chercher des candidats qui soutenir. Nous sommes en quête d'abord bien plongé dans le procès de notre président que nous espérons qu'il sortira. C'est notre meilleur candidat. Donc il va sortir d'ici la fin de l'année. Et si lui il est sorti, c'est notre meilleur candidat. Donc nous allons travailler pour qu'il devienne président de la République. Et nous pensons que lui réunit un peu tout. C'est-à-dire que vous avez cette popularité, tout ce que vous voulez, mais vous avez aussi cette technicité et ce savoir-faire. Il va pas aller chercher les moyens ailleurs. Hein? Non, je pense que... Est-ce qu'il a encore les moyens comme à l'époque? Vous savez, je pense que c'est pas seulement lui, mais... On a gelé ses comptes, si je ne me trompe pas, non? Je ne vais pas entrer dans cette question, mais je vous assure qu'il a les moyens. Il a les moyens de tenir une campagne présidentielle sans problème. Sans problème. Voilà, nous poursuivons. Notre rédaction a choisi 2 points de presse. C'est lui du porte-parole du gouvernement et Lambert Mende au Malanga, et c'est lui de l'UDPS Kibasa. Presse
Pour Lambert Mende, c'est donc sans surprise que le gouvernement a appris cette démission de Moïse Katumbi, puisqu'attendu au regard de quelques signaux que l'homme lançait depuis plusieurs mois. Ces prises de position politiquement inconséquentes, dont l'énumération n'est pas exhaustive, remontent donc à plus de 6 mois. De sorte qu'elle révèle que sa décision de quitter la majorité et la gestion de la défunte province du Katanga date de plus d'1 an, voire plus. À en croire le porte-parole du gouvernement, avec ce départ, ce sont là des masques qui tombent sur fond d'une série de mensonges qui caractérisent les raisons avancées par l'ex-gouverneur pour se retirer aussi bien du gouvernorat que de sa famille politique. Mais qu'en est-il de la popularité du président de tout-puissant Mazembe? Vous fait-elle peur, monsieur le ministre? Sa popularité, il la doit à quoi? Il était exilé à l'étranger. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fait revenir dans ce pays. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans ses listes électorales. Il y a une famille politique qui l'a mis dans ses listes, qui a fait campagne pour lui et qui a soutenu qu'il soit désigné là-bas pour arriver là où il est arrivé. Alors, vous croyez que le Créateur peut avoir peur de sa créature? Je ne pense pas. S'il a cette impression-là, je pense que très vite il guérira. C'est une fausse impression. C'est la majorité qui l'a créé, c'est le président qui a fait ce qu'il est devenu, et non le contraire. Donc s'il y a quelqu'un qui doit avoir peur de l'autre, ce n'est pas le président qui peut avoir peur de lui. L'affaire Katumbi a failli occulter celle sur la proposition de loi portant organisation du référendum au pays. À ces sujets, le gouvernement dit soutenir l'initiative des 2 députés de la majorité pour des raisons qui, selon lui, sont évidentes. Mais le porte-parole du gouvernement insiste sur le fait que pour le moment, il n'existe aucune matière pouvant faire l'objet d'un référendum. L'IDPES Kibassa a tenu à fixer l'opinion sur la fin du procès d'un de ses cadres en la personne de Vano Kiboko. Face à la presse, Séraphin Oumba, secrétaire général de l'IDPES Kibassa, note quelques observations. Et les infractions qui lui ont été reprochées, tantôt on parle de tribalisme, racisme, propagation de faux bruits, imputation dommageable. Là, la qualification des faits pour nous, ce n'est pas un problème. Mais la manière dont les faits sont traités, disséqués, analysés, et l'attitude même des juges nous laisse à décider. Après avoir passé au peigne fin le déroulement de cette affaire, Sébastien Oumba n'est pas loin de dénoncer ce qu'il qualifie de procès politique. Cette infraction est punissable au maximum de 2 ans. Nous avons passé tout le temps à scruter les textes, à chercher des fonds en commun pour voir où est-ce que le juge a puisé sa motivation d'aller au-delà de la peine prévue. Du début jusqu'à ce moment où je vous parle, ce procès s'est avéré un procès politique. Au terme d'un procès qui a duré plusieurs mois, Vano Kiboko a été condamné à 3 ans de prison. Une peine qui a du mal à se faire accepter à l'IDPES Kibassa. Jean-Jacques Mamba, le point de presse de Lambert Mende, le point focal, l'attention, toute la phrase qui a focalisé d'ailleurs le point de presse, c'est est-ce que le créateur aura-t-il peur de sa propre créature? Donc là, ça pose évidemment la question. Il peut avoir raison, peut-être les mots employés ont peut-être un tout petit peu choqué, mais l'idée est qu'on doit être fidèle à celui qui a fait en sorte que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Comme vous êtes fidèle à Jean-Pierre Bemba, malgré qu'il est en prison, malgré les incertitudes et tout. Vous êtes resté fidèle à Jean-Pierre Bemba, vous n'avez pas changé de camp. Écoutez, moi je pense que l'idée qu'il voulait faire passer dans ce message. Je pense humblement que M. Mende est d'un certain âge
et que si lui se considère être la créature de M. Kabila, il ne doit pas entraîner tout le monde dans ce trou-là, parce que c'est lui qui est la créature et pas tout le monde. Pourquoi je le dis? Parce que M. Mende est devenu un peu plus populaire depuis qu'il est porte-parole. Il est passé par le RCD, à l'époque je l'ai connu lorsqu'il jetait des tomates sur le cortège de Mobutu à Bruxelles, entre guillemets c'était un opposant, donc pour lui en ce moment-là il n'existait pas, il est allé au RCD, il n'existait pas, et maintenant qu'il est devenu porte-parole dans 2 gouvernements de suite, il est devenu une créature de M. Kabila. C'est une aberration. Je pense que c'est la vérité. Monsieur... C'est la vérité. Ben, alors il est peut-être... M. Kabila a fait de lui ce n'est pas de la création. M. Mende a un talent naturellement qu'il utilise au service du mal, c'est-à-dire dans un verbiage incongru pour défendre l'indéfendable. Les gens l'écoutent pas parce qu'il dit vrai, mais parce qu'il tourne bien ses phrases. Il a du talent et je pense que ce poste on ne lui a pas donné parce que il en manquait. Non, il a du talent, donc il est porte-parole. Il fait bien son sale boulot. Il fait bien son boulot. Voilà, il fait bien son boulot. Et je pense que, comme je l'ai dit, dans un groupe, chacun apporte sa contribution. Et je continuerai à dire que ce sont des incongruités, des inepties, que de traiter un ex-gouverneur d'une aussi grande province comme Katanga d'une créature de M. Kabila, le président de la République, qui d'abord est beaucoup plus jeune que lui. Et peut-être que M. Katumbi a commencé à s'intéresser à la politique avant M. Kabila. Et je ne vois pas comment M. Kabila peut créer M. Katumbi. D'ailleurs, je connaissais M. Katumbi. On connaissait même la famille avant que M. Kabila arrive au pouvoir. Donc c'est totalement ineptique. Et il faudrait que M. Mende arrête de traiter les gens de cette manière. Que l'on connaissait M. Katumbi, c'était un homme d'affaires, mais la popularité qu'il a aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est un peu grâce à M. Kabila. Qu'on le veuille ou pas. Mais madame, vous savez que lorsque vous Kabila occupez... fait de lui ce qu'il est aujourd'hui sur le plan politique. J'ai même suivi M. Mende, j'ai suivi M. Mende qui dit que M. Katumbi a été élu par des députés provinciaux. Je pense qu'il n'était pas un candidat unique. Il y a eu certainement d'autres candidats. Il a gagné ses candidats. Et comme il a je vous été l'ai dit, député national et député provincial. Mais voilà, il avait les moyens. Il avait les moyens de faire sa campagne. Je vous dis que pour être candidat, il faut réunir un ensemble d'outils et il faut aussi avoir certaines caractéristiques, c'est-à-dire la notoriété, avoir de l'empathie vis-à-vis des gens. Je pense qu'il a toutes ces qualités-là, ajoutées aux moyens qu'il a et étant dans une machine comme le PPRD qui est habitué au trucage depuis 10 ans, je pense que la somme de tous ces ingrédients peut expliquer qu'il soit gouverneur. Ce n'est pas simplement la volonté du chef de l'État, parce que le chef de l'État peut vouloir une chose, et je pense que dans plusieurs provinces, il a soutenu des candidats qui ne sont pas passés. Donc ce que je veux dire, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que quelque part la personne compte. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens, notamment pour M. Mende, mais je crois il est dans des sales draps. On lui donne un travail de plus en plus difficile. Il doit être chaque fois sur le front, et il se perd dans un verbiage qui ne sert pas la République et qui ne l'honore pas. Donc je dis encore une fois que je ne partage pas cette manière d'expliquer les choses. M. Katumbi est parti. Pour nous, c'est ni un motif de joie, ni un motif de tristesse. C'est leur problème. Ils n'ont qu'à gérer ça entre eux. C'est un problème interne au sein de la majorité. Voilà. Mais il ne faut pas que les choses soient présentées parce que ça déshonore le pays qu'un ministre des médias utilise des métaphores aussi basses, des métaphores aussi dénudées de sens de responsabilité, de respect. Je pense qu'on ne doit pas le faire. Mais quand même par rapport, on y reste parce que c'est Katumbi qui fait le buzz cette fois-ci. Vous l'avez suivi, il avait même fait toute une rencontre virtuelle avec les internautes sur hashtag #AskMoïse. Aujourd'hui, c'est par tweet interposé qu'il y a le dialogue entre les Congolais. Je crois que vous avez un compte Twitter aussi. C'est aussi là la question que nous, journalistes, en fait, c'est pas à vous que je vous le poserai, mais on a l'impression que la presse nationale est un peu négligée. Les grandes annonces, ça se fait que dans le plan international, RFI, TV5, France 24, et le message passe. Mais pour vous, est-ce que vous comprenez un peu cette réaction de la majorité, tenir des points de presse rien que pour Moïse Katumbi? Aussi ne valait rien. Pourquoi autant ce que je voulais vous demander, madame, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes de la presse, vous êtes le 4e pouvoir. Il ne faudra plus qu'on continue à faire de M. Katumbi une actualité. Parce que je vous dis qu'il y a des problèmes très graves dans ce pays. Si nous devons commencer à passer des heures dans des émissions pour parler de M. Katumbi, je pense qu'on va dénaturer le sens de la gravité qui caractérise la période que nous traversons. Donc ce que je voudrais, si c'est possible de clôturer ce dossier, c'est de dire, oui, M. Katumbi est parti, oui, il a rejoint sur un point bien précis, celui du respect de la Constitution, de la préoccupation de l'opposition. Oui, nous saluons son courage. Maintenant, ses motivations, son parcours, ce qui deviendra après
Ça n'engage que lui et ceux qui vont le suivre. En ce qui concerne le MLC, nous sommes un parti républicain. Nous estimons que nous allons aller au perchoir dès que notre président sera dehors. Si c'est avant 2016, il sera candidat et nous disons qu'il va gagner les élections. C'est ce qui m'importe, excusez-moi, de ne pas continuer la vue sur Katumbi, parce que ça nous perd un peu. Voilà, on en a parlé du référendum, c'est vrai. M. Mende en a parlé. Est-ce que vous pensez qu'il y a opportunité aujourd'hui de parler de cette proposition de loi, de proposer cela au Parlement? Bon, il a été bien, il y a l'un d'eux qui a été bien récompensé, il est dans le gouvernement. Vous savez, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'opposition s'est organisée pour bloquer toutes les voies de sortie de la majorité en ce qui concerne les manœuvres dilatoires pour ne pas organiser des élections. Ils nous ont parlé de l'ONIP. M. Mende, dans l'arrogance que je lui reconnais habituellement, a même dit que le gouvernement avait les 460 millions pour installer l'ONIP. Il y a moins d'un an, les 460 millions ont disparu. Il n'y avait même pas 2 millions pour organiser des élections des gouverneurs. Donc lorsque la voie de l'ONIP s'est fermée, c'est-à-dire avec l'article 8.A, ce qui s'est passé en janvier, la majorité devenait de plus en plus bloquée. Et la dernière parade, c'est de dire qu'on n'a pas des moyens. Donc les 460 millions, ils ont disparu, il n'y a plus d'argent. On ne peut pas faire ces élections-là et on doit aller à un dialogue pour trouver les moyens, alors que ce n'est pas au dialogue qu'on trouve le moyen, c'est dans un budget qui est voté. Et là, on nous présente un budget minimaliste. C'est comme pour dire, en 10 ans, on est incapable d'augmenter notre budget parce qu'on n'a pas de vision. Donc, ce que je veux vous expliquer par ici, c'est vous dire, écoutez, le référendum, il est inopportun et ça ne va pas fonctionner. On va y revenir, Jean-Jacques Mamba, parce que par rapport au référendum ou la proposition de loi irrélative, nous vous proposons donc la réaction de l'Envol, le parti cher à Délice Sanga et de la société civile. À l'Envol, l'on soutient que le recours au référendum est un mode d'exercice du pouvoir par le peuple dont les modalités sont fixées par la loi, notamment à l'article 5 de la Constitution. À cet effet, ce parti cher à Délice Sanga constate avec amertume qu'aucune proposition ni pétition n'ont été engagées en vue de la révision de la Constitution. Il condamne l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui, lors de l'adoption du calendrier, n'a pas annoncé au préalable les matières pour cette session, en l'occurrence le dépôt de cette proposition de loi conformément à l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'où l'appel à Omeminaku de s'y conformer et d'apporter la lumière à l'Assemblée nationale. Le droit de convoquer unilatéralement le référendum dont les modalités d'exercice sont prévues à l'article 218 dans le cadre de la révision constitutionnelle lorsque le projet, la proposition ou la pétition n'a pas été approuvée à la majorité du 3/5 des membres qui composent le Congrès. Ce n'est uniquement dans ce cas que le président de la République peut convoquer sur ordonnance un référendum, approuver un projet, une proposition ou une pétition visant la révision constitutionnelle. L'Envol appelle au strict respect de la loi car, dit-il, la Constitution n'a pas été rédigée au profit d'une quelconque institution de la République. Jean-Jacques Mamba, on y revient par rapport à ce référendum. Vous avez dit que c'est inopportun, cette proposition de loi. Écoutez, mais l'autre camp, par rapport à vous, dit que non, il n'y a pas de sujet tabou. On peut en parler parce qu'il y a un vide juridique par rapport au référendum. Non, c'est-à-dire que la majorité se perd. Il y a beaucoup de lois qui pouvaient être élaborées durant cette mandature, je veux dire, durant cette session. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient être proposées, des choses beaucoup plus importantes. Quand nous disons qu'elle est inopportune, c'est qu'en ce moment, cette loi ne va rien faire avancer en termes de démocratie, en termes d'exécution du calendrier électoral. Nous sommes dans une période préélectorale. Il nous reste plus ou moins 13 mois pour que le mandat du chef de l'État se termine et nous n'avons pas de lumière par rapport à l'organisation des élections parce que le gouvernement ne clarifie pas. Je pense que ça, c'est une heure qui est grave. Il faudrait que la classe politique puisse être dans le temps. Parce que qu'est-ce qui se passe? Être politique, ce n'est pas simplement se cacher derrière la loi. Être politique, c'est aussi avoir... essayer d'être à diapason, je veux dire être sur le temps, c'est-à-dire quels sont les enjeux de l'heure et se positionner par rapport à des questions immédiates à résoudre. Il ne faudrait pas, par exemple, que pendant qu'on parle des élections, quelqu'un vienne nous dire, bon écoutez, il y a un projet de loi qui est très pressant sur la double nationalité. Non.
si la question n'est pas pressante et qu'il y a eu des morts d'hommes en janvier, parce que simplement les gens voulaient qu'il y ait des élections à temps, d'autant plus que nous sommes en train d'avancer à pas de galop vers la date fatidique qui est ancrée dans l'esprit du collectif national, il faut que les politiques, au-delà du respect des lois ou au-delà de leur tâche dévolue, celle de légiférer par exemple, puissent légiférer en fonction des réalités et de ce qu'il y a le référendum, Jean-Jacques Mamba, c'est pas seulement par rapport au mandat du chef de l'État. Il y a d'autres points précis Mais nous avons cohabité 10 ans avec la majorité, nous les connaissons. Nous savons, c'est-à-dire que nous sommes comme dans un mariage. Toutes les stratagèmes qui ont été utilisés ne visent qu'une seule chose, c'est que M. Kabila n'aurait pas bien fait ce qu'il devait faire dans le temps qui lui a été imparti. Il lui faudrait encore plus de temps, où M. Kabila n'est pas encore prêt de devenir sénateur à vie. Encore moins M. Mende. Et encore moins M. Mende n'aimerait pas faire l'opposition. Vous comprenez, M. Minakou n'aimerait pas aller dans l'opposition. C'est ça la vraie question. Mais comme nous sommes dans une dictature démocratique, on passe plutôt par des voies plus ou moins légales, des voies parlementaires parce qu'on a une majorité mécanique, pour faire passer des choses qui finalement vont même à l'encontre de l'éthique politique. Parce qu'aujourd'hui, même si on devait avoir un référendum sur des questions d'ailleurs qui ne peuvent même pas être revues, la question de l'article 220 elle est verrouillée, donc même un référendum ne peut pas la faire sauter, il faudra en ce moment-là qu'on change de constitution, mais vous allez voir des politiciens... Mais madame, ce n'est pas l'enjeu de l'heure, pourquoi on ne va pas aux élections? Pourquoi on ne va pas aux élections? Laissez cette tâche-là au nouveau président de la République, laissez cette tâche-là à la nouvelle majorité. Parce que nous avons déjà entamé un calendrier qui a été publié, les élections n'ont pas eu lieu, c'est un problème qui est très grave, madame. Il ne faut pas que dans ce pays, pour aller aux élections, nous continuions à dialoguer. Il faut que ça soit un rendez-vous. Vous êtes contre le dialogue? Vous savez que dans des pays... Vous êtes contre le dialogue pour ce dialogue? Mais laissez-moi finir par cet exemple. Vous savez que dans certains pays, lorsque vous n'allez pas voter, vous payez des amendes. Oui, comme en Belgique. Voilà. Donc cela veut dire que c'est un devoir citoyen et l'État doit être organisateur des élections de telle manière qu'elle ne souffre d'aucune discussion possible. C'est-à-dire que c'est un devoir citoyen. On doit laisser la possibilité aux électeurs, à la population, de se choisir les dirigeants qu'ils veulent à des intervalles bien précis. Donc on ne doit pas discuter, aller dans des dialogues pour organiser des élections. Vous aviez 5 ans entre 2011 et 2016. Il fallait prévoir les budgets nécessaires. Maintenant nous sommes en 2015. Vous parlez de référendum. Ce sont des choses, je ne vais pas dire inutiles, mais beaucoup moins importante que remplir des obligations régaliennes et respecter une constitution qui a des articles verrouillés. Maintenant, pour revenir à votre question, vous me parlez du dialogue. Oui, nous voulons le dialogue, mais pas celui initié par le chef de l'État. Parce que nous étions le garant de la Constitution, de l'unité nationale. Mais regardez les points que le dialogue, regardez le point que le président de la République a inscrit à l'ordre du jour de son dialogue. Il parle des questions électorales qui ne sont pas de sa compétence. D'ailleurs, il ne sera même pas candidat. Il parle de l'enrôlement des majeurs, ce n'est pas de sa compétence. Il y a un organe que nous avons qualifié d'indépendant qui a reçu les pouvoirs du Parlement, devant lequel nous avons présenté des mémos qui n'ont pas eu de réponse. Et cet organe n'est que demandeur de moyens. Le président de la République n'a pas instruit son gouvernement de donner les moyens à la CENI. Donc pourquoi veut-il discuter des choses dont il n'a ni la technicité ni la compétence? Ce n'est pas son problème. Il doit instruire plutôt son Premier ministre qui devait, après 2 mandats par manque de performance, peut-être être limogé, le convoquer, lui demander d'organiser les moyens nécessaires pour que les élections soient faites dans le temps. C'est la seule chose sur laquelle nous attendons le chef de l'État. Tous les détails techniques qu'il a évoqué dans le pré-dialogue sont des détails que nous allons régler avec la CENI dans la tripartite. Nous poursuivons, comme vous avez invoqué la CENI, nous y sommes donc par rapport au réaménagement du calendrier pour les élections. Voici donc une réaction et la signature du protocole d'accord entre cet organe des élections et le CNDH. La Commission électorale nationale indépendante et la Commission nationale des droits de l'homme, désormais partenaires. Ces 2 institutions viennent de prendre une série d'engagements en vue d'assurer le respect des droits de l'homme pendant tout le processus électoral. Le partenariat rendu officiel ces jours a été dicté par la préoccupation consistant pour nos 2 institutions à nous acquitter chacune de son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme. La participation et la présence de la CNDH témoignent ainsi clairement de nos engagements et soutien au respect des droits de l'homme dans tous ses aspects. À compter d'aujourd'hui, nous évaluerons ensemble les progrès réalisés dans le cadre du respect des droits de l'homme dans son volet relatif aux élections. Il sera question, entre autres, d'évaluer les progrès enregistrés dans le cadre du respect des droits humains en matière électorale. C'est ainsi que la CENI et la CNDH ont décidé de manière concertée à la mise en place d'une commission ad hoc.
il revient à la CNDH de s'engager pour la promotion du droit politique en vulgarisant le droit électoral et en organisant des sessions de formation à l'intention des membres des organisations de la société civile. Les défis étant énormes, mais la CNDH est fermement décidée à lutter contre l'ignorance du droit politique et l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme. Les deux parties se disent déterminées à mettre tout en œuvre afin de contribuer efficacement à la construction d'un état de droit et à la consolidation de la démocratie au pays. Jean-Jacques Mamba, mettons l'émotion de côté, soyons réalistes, pragmatiques, comme le disent les anglophones. Qu'on le veuille ou pas, nous avons déjà glissé. Le calendrier électoral ne sera pas du tout respecté. Il faut l'admettre. Alors, il faut, bien sûr que vous en parlez, vous ne voulez pas de dialogue pour en parler. Maintenant, on fait quoi, là? Pratiquement, on va faire quoi? Nous allons laisser le pays à volo. On fait quoi? Il faut être pragmatique. Vous savez, madame, personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. J'ai essayé de vous expliquer que l'État ou le gouvernement a organisé une faillite artificielle pour qu'il n'y ait pas les élections. Dans un pays normal, le chef de l'État devrait limoger son Premier ministre parce que le chef de l'État est mis en difficulté par l'incapacité de son gouvernement de faire respecter ce calendrier électoral. C'est son gouvernement qui ne l'a pas respecté parce que les lois de financement pour les élections ont été votées et c'est depuis 2011 qu'on devait les préparer. Donc, si aujourd'hui le président Kabila se retrouve en difficulté en 2016, ça sera par la faute de son gouvernement, à moins qu'ils nous disent qu'ils sont complices. Ça veut dire que c'est lui qui a cautionné que ces élections-là n'existent pas. Alors ce que nous disons, c'est ceci. En tant que parti républicain, nous continuons à croire, nous refusons la fatalité qu'il est possible, notamment pour les élections assorties de contraintes constitutionnelles, notamment présidentielles et nationales, il est possible de les organiser en 2016 à la date prévue. Pour le reste, donner la possibilité... vous dites franchement qu'il n'y a pas d'argent. On doit faire quoi? Ce n'est pas de la franchise. Ce n'est pas de la franchise de dire... que le Premier ministre est en train de tromper, puisqu'on mais madame, je vais vous expliquer. Le Premier ministre est en train de tromper toute une nation. Je vais vous expliquer. Ce gouvernement et ce pays a la capacité de mobiliser 1 milliard avec ses partenaires en 14 mois. Nous avons cette capacité, mais nous n'avons pas cette volonté. Comme je vous l'ai dit, il y a certains amis, certains collègues, certains camarades dans la majorité qui ne sont pas prêts de faire l'opposition. Ils préfèrent faire traîner les choses. Donc n'accusons pas notre pays de ne pas être capable d'organiser les élections en termes de ressources. Nous accusons les politiques qui refusent d'organiser ces élections. Et nous disons, en tant que parti républicain, nous allons continuer à pousser le bouchon pour que nos camarades prennent la mesure de la responsabilité qui sera la leur, si à l'heure prévue il n'y a pas d'élection. Parce que ce qui s'est passé en janvier, ce n'est pas que nous brandissons une menace. Je crois qu'il y a eu un mouvement spontané et ce sont des attentes de la population parce que ce n'était pas qu'à Kinshasa, c'était à Goma et bientôt avec cette histoire de G7 et ainsi de suite, ça sera dans toutes les provinces. Est-ce que le président de la République est prêt aujourd'hui d'entrer à porte-à-faux avec sa propre population qu'il avait élue en 2006 et en 2011? Est-ce qu'il est prêt d'être tenu pour responsable du fait qu'il n'y ait pas des élections où il va se désolidariser de son gouvernement, à la limite limoger son Premier ministre, nommer une nouvelle équipe qui va nous amener aux élections? Parce que même s'il y a glissement, ok, si nous avons les mêmes textes et que nous avons glissement... Les élections ne sont pas une panacée. Il faut bien le mettre. Il faut peut-être qu'en Afrique, on trouve autre chose. Parce qu'après les élections, comme vous le savez déjà, avant les élections, Jean-Jacques Mamba, c'est déjà de la tension. Après les élections, ça sera la tension. Madame, nous avons des pays... On ne peut pas passer outre les élections. Nous avons des pays d'Afrique noire qui nous ont démontré qu'avec les élections et à l'alternance, on crée de l'émulation économique. Nous avons le Nigeria qui a un budget de plus de 300 milliards de dollars. Nous avons le Ghana, nous avons la Tanzanie. Ce sont des Noirs comme vous et moi. Je ne pense pas qu'ils sont... Ça ne marche pas. On a des compétences. Là, vous allez nous dire que non. Kinké Moulumba avait raison. Il y a on en manque de stock de compétences. Parce que pourquoi chez nous, un pays potentiellement riche avec des gens bien formés, nous avons maintenant des milliers d'universités. On ne va pas nous dire qu'on est encore aux années 60 où il y avait... Madame, je tiens à vous dire... Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Je vais vous expliquer. Vous savez, la démocratie dans un pays étiqueté le plus pauvre du monde n'est pas facile à réaliser. Parce qu'à un certain moment, les gens perdent leur dignité et perdent tout bon sens pour la survie.
Moi, ce que j'ai souvent qualifié, ce que nous faisons, nous les politiques, opposition comme majorité, je ne suis pas en train de stigmatiser la majorité, c'est de la congocratie. Ça veut dire que vous alliez remarquer dans les années 90, il suffisait que vous passiez à la télévision pour insulter M. Mobutu, pour qu'on vous qualifie de grand opposant, que les gens disent entre Lingala, Azad, Danger, Tipon, la banque a raté, donc vous êtes un opposant, vous êtes un politicien. Alors qu'en réalité, vous n'aviez même pas la capacité, au moment où vous le disiez, de remplacer Mobutu en termes d'alternatives et en termes de programme. Est-ce que vous êtes capable, vous, aujourd'hui, de faire cette alternance? Non, mais on a un programme ficelé, un programme chiffré, madame. Ça veut dire que tout ce que nous disons, si vous m'invitez pour une émission typique sur notre projet de société, vous allez constater que je vais vous parler des chiffres. Parce que nous étudions le budget actuel et nous avons des propositions. Malheureusement, ce n'est pas l'objet de l'émission. Mais être politicien, ce n'est pas simplement vénérer le chef de l'État ou l'insulter. Être politicien, c'est faire aussi des programmes alternatifs, présenter des alternatives chiffrées et lorsqu'on a le pouvoir, montrer de quoi on est capable. Parce qu'il y a beaucoup d'opposants aussi qui faisaient beaucoup de bruit lorsqu'ils étaient de l'autre côté, qui se sont dédits, et qui disent sous l'impulsion soutien indéfectible au chef de l'État. J'en connais de très brillants, je parle de très éloquents, qui étaient dans l'opposition même au MLC, qui aujourd'hui sont devenus des farouches fanatiques. Les mauvaises langues les appellent sous l'impulsion aujourd'hui. Voilà, sous l'impulsion. Donc voilà, donc je veux dire que quelque part c'est de la congocratie, mais le politique a une très grande responsabilité. D'abord, il faudrait que prenez l'exemple des gens qui vont en campagne électorale. Vous pouvez parler du matin au soir, vous pouvez expliquer aux gens qu'on ne doit pas les voter, ils ne doivent pas voter pour des polos, ainsi de suite, mais à la fin de votre discours, ils vous demandent de quoi manger, ils vous demandent un transport. Ça veut dire qu'à un certain niveau de pauvreté, il n'y a que la bonne volonté politique, notamment par le respect de textes, qui va favoriser l'alternance et des meilleures idées, des meilleurs gestionnaires. Comme l'a dit Lambert Mende, le mot alternance ne se trouve pas dans la Constitution. Hein, non, vous savez, l'alternance, c'est pas un droit. Non, ce n'est pas un droit, mais les garanties des conditions d'alternance doivent figurer, peut-être pas dans la Constitution, mais dans le subconscient collectif. Il faudrait que nous soyons en mesure de créer des conditions d'alternance, c'est-à-dire se désapproprier des moyens de l'État, se désapproprier des chaînes de l'État et permettre à ce que les textes soient respectés pour que tout le monde, à un certain moment, puisse prétendre faire mieux que vous. Et là, l'opposition pense qu'elle peut mieux faire, mais malheureusement, il n'y a pas d'élection, on ne donne pas la possibilité, et c'est un peu triste. Nouvelle des partis politiques, mesdames et messieurs, 2 partis politiques ciblés, le PDC et l'ARC. La séance s'est voulue plutôt restreinte car réservée uniquement aux membres du bureau politique ainsi qu'au cadre du parti. L'objectif était surtout pour l'autorité morale du Parti des démocrates chrétiens de faire une restitution s'agissant de la vision et les contacts entrepris avec le G7, une plateforme qui regroupe 7 partis politiques, y compris le PDC. La séance a été placée sous les signes de l'unité et la solidarité pour le parti au lendemain d'un vent violent qui a secoué le parti et conduit non seulement à son exclusion de la majorité présidentielle, mais surtout poussé certains cadres à régner le parti. D'où cette reconnaissance de Denis Ngunda, président national du PDC, aux cadres fidèles. Les 5 honorables députés nationaux, au niveau du Sénat, il n'y a eu aucune défection. Et les 18 honorables députés provinciaux du PDC restaient fidèles à l'autorité morale et au parti. Et je vous demande de les applaudir. Pour sa part, l'autorité morale du PDC, José Ndundo, est revenu sur les circonstances dans lesquelles le G7 a vu le jour, ce avant de souligner les objectifs de son combat. On va partager sur les objectifs du G7 qui a été mis en place avec la participation de 7 partis politiques et expliquer enfin calmement à tous les cadres, à tous les membres du bureau politique, ce à quoi nous sommes arrivés après quelques semaines de travail commun et partagé avec les autres partenaires. Cette séance, à laquelle a pris part également le secrétaire général du parti, Jean-Claude Moleka, s'est clôturée sur une note de satisfaction. La nouvelle a choqué les membres du bureau du comité directeur de l'Alliance pour le renouveau du Congo qui n'ont pas tardé de réagir. Ce rappel du comité directeur de l'ARC met en cause la qualité des signataires du dit communiqué. Le bureau politique de l'ARC tient à préciser que les 2 signataires du communiqué, en l'occurrence Madame Nemo Élysée et M. Gaston Kisanga, ont été suspendus du comité directeur et par conséquent
ne peuvent ni engager ni parler au nom de l'ARC. Les deux signataires étant suspendus, donc sous le coup d'une mesure disciplinaire, ne peuvent en aucun cas engager le parti. L'ARC considère donc comme nul et de nul effet les déclarations de Mme Monemboe Élysée et Kisanga Kabongolo Gaston. Le président national AI, Kondevila Kinkanda, réaffirme le soutien de tous les membres du bureau à Olivier Kamitatou comme autorité morale et initiateur de l'Alliance pour le renouveau du Congo. L'ARC tient à préciser que le camarade Olivier Kamitatou est l'initiateur du parti et en est l'autorité morale. Un délai de 48 heures a été accordé au bureau du comité directeur de l'ARC pour examiner le dossier des signataires de ce communiqué et décider de leur sort. Jean-Jacques Mamba, ça me fait replonger vraiment 20-25 ans en arrière, fidélité au guide. Aujourd'hui, le mot-clé, c'est fidélité à l'autorité morale. On se pose la question, pourquoi obliger les gens, je ne sais pas comment même reformuler cette question, cette fidélité, c'est gage vraiment de la bonne marche d'un parti politique. Il faut être fidèle à l'autorité morale, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent. Non, je pense que là, c'est un problème de sémantique. Hein. Je veux dire que les termes employés sont des termes connotés d'une certaine exagération et une certaine vénération. Lorsqu'on dit autorité morale, ainsi de suite, c'est devenu un peu un terme en vogue, hein. C'est un peu la vague. Mais une chose est certaine, c'est qu'un parti politique fonctionne comme une équipe. Donc, il est tout à fait répréhensible que lorsque vous êtes dans un parti et que vous avez un bureau politique qui décide d'une option à prendre ou d'une ligne à suivre, se désolidariser officiellement de cette ligne, c'est peut-être pas un acte de trahison, mais ça vous met en marge et ça vous pousse, ça vous met dans un contexte d'auto-exclusion de ce parti politique. Parce que signer la charte d'un parti, avoir des responsabilités au sein d'un parti politique, c'est aussi accepter la ligne du parti. Donc, soit vous êtes dans le parti, soit vous quittez le parti. Donc, je pense que quelque part, ce qui peut être positif dans cette affaire, c'est que au lieu de faire allégeance à M. Kamitatou ou à M. Ndundo, c'est allégeance à la ligne du parti, c'est-à-dire dire, voilà, notre parti a décidé ceci, et parce que c'est décidé, voilà, on doit éviter la personnalisation. Mais nous sommes dans un contexte un peu particulier, parce que nous avons une forme de démocratie qui idéalise les personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont considérées... aussi, il ne faut pas jeter la pierre. Je dis que nous évoluons. Je dis que nous évoluons, c'est un contexte qui est généralisé. Parce que réellement, nous sommes dans une société d'identification. Nous avons fait 32 ans d'identification. Vous aviez le garant de la nation, le père de tous les Congolais, Tata Bomoko, Maman Bomoko. C'est-à-dire que nous avons un peu ça dans nos gènes, je veux dire, mais ça évolue. Je pense que avec un peu de recul, et si vous constatez très bien, la démocratie des années 90 n'est pas la démocratie d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a régression parce que ceux qui pilotent la machine d'expression populaire, ce sont les mêmes personnes et elles ne permettent pas au pays d'évoluer parce que bon, voilà, vous avez autorité morale, vous avez Sisabidimbu, vous avez beaucoup de termes comme ça qui sont employés comme si les personnes viennent et sont chefs d'État ou chefs de gouvernement avec l'argent de leur poche et font des choses. Vous savez, ce sont des hommes providentiels qui sont là il faut que le Congolais moyen comprenne que lorsqu'une route est faite, elle n'est pas faite avec l'argent du chef de l'État. Que lorsqu'un pont est fait, le pont n'est pas fait avec l'argent de M. Matata. L'argent qui sert à construire les ponts, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de tous les Congolais. Donc on ne va pas juger un président de la République parce qu'il a fait le pont, mais on va vérifier si les tâches qui lui ont été confiées ont été réalisées avec un maximum d'efficience, c'est-à-dire vérifier d'abord concernant le pont. Mais la nature de la personne compte aussi. Si quand on dit par exemple, quelqu'un, c'est un homme providentiel, il a marqué son temps. La personnalité du chef de l'État ou de l'autorité peut compter aussi. Tout dépend du contenu qu'on met dans marquer son temps. Lorsque vous avez une approche structurelle pour dire qu'il y a eu un pont, il y a eu un boulevard et que la personne a fait, Mobutu l'a dit aussi. Hein. Vous savez, à un certain moment, il a dit entre moi et le peuple zaïrois qui doit à qui. Je pense qu'en termes de réalisation, les 10 premières années de Mobutu sont largement supérieures que ce que nous avons vécu avec la Kabylie. Vous aviez le palais du peuple, le pont Maréchal et ainsi de suite. C'est beaucoup plus grand que tout ce qui a été fait. Mais à un certain moment, les gens ont faim. La capacité d'un chef d'État à résoudre les problèmes des gens, à augmenter le statut social, les conditions de vie des gens, c'est ça qui marque les gens finalement. Vous pouvez construire 150 buildings, si je continue à gagner 30 centimes,
pour moi, vous étiez président, vous avez fait du beau, vous avez fait comment on appelle, de l'esthétique, mais vous n'avez pas résolu les vrais problèmes. La capacité d'un chef d'État, jamais sur TF1, vous allez voir Hollande ou je ne sais qui, aux États-Unis, Obama parler d'un hôpital qui a été construit, d'une rue qui a été faite. Nous avons un pays décentralisé, je veux dire que les gouverneurs pourront faire des asphaltes dans leur province, mais la capacité d'organiser l'État de telle sorte que les conditions des gens s'améliorent au fil des temps. Le côté social. Voilà, c'est comme ça que Bill Clinton, malgré son affaire avec Monica, reste l'un des grands présidents parce qu'il a doublé le budget des États-Unis, il a augmenté le pouvoir d'achat. Obama avec l'Obamacare. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'un président de la République, ce n'est pas un architecte, ce n'est pas quelqu'un qui embellit la ville. Un président de la République, c'est celui qui augmente mon revenu dans la poche, c'est celui qui me donne de la sécurité, c'est celui qui me permet de scolariser mes enfants. Et au mieux ça va, au mieux il peut rester dans mon esprit, mais Mobutu est parti en laissant le pont maréchal, on l'a vite oublié, on l'a chassé. Malheureusement, ça ne devait pas être le cas, mais aujourd'hui plus personne ne parle de Mobutu, alors qu'en termes de construction, vous avez le CCI et ainsi de suite. Je ne vois pas l'ère Kabila avoir fait même la moitié de ce que Mobutu avait fait. Donc là n'est pas le problème. Un président de la République, un premier ministre, ce n'est pas des chiffres macroéconomiques, ce n'est pas des papiers, ce n'est pas le FMI, c'est moi je me réveille, c'est la rentrée, je scolarise mes enfants et je peux aller en vacances. Mais malheureusement, le fonctionnaire d'aujourd'hui gagne 70 000 francs. Par rapport au G7, parce possible. que ces deux partis font partie, permettez l'expression du groupe des G7, vous comprenez leurs revendications, leur auto-exclusion de la majorité. Est-ce que si aujourd'hui ils sollicitent leur venue au sein de l'opposition, vous les accueillez? Non, je pense qu'ils ont bien expliqué que ce sont des centristes. Vous savez, dans ce pays, ça fait 30 ans que je suis à Kinshasa. J'ai eu la chance de voir à l'époque les Tshisekedi, ainsi de suite, l'Union sacrée, Palais de Marbre 1, Palais de Marbre 2. Non, je crois que ça se refait, les choses se refont. Je veux dire que c'est la même histoire chaque fois. Je ne vais porter aucune critique par rapport au groupe G7, mais je veux simplement dire que nous ne sommes d'accord que sur une seule question. Maintenant, au niveau des motivations, s'ils veulent créer un groupe à part pour se constituer comme une forme centriste, notre constitution ne prévoit pas de centre, il y a une majorité et une opposition. Il leur appartiendra à certains moments de bien se définir pour que leur ligne politique soit bien comprise, parce qu'il ne faudra pas que lorsque les questions les arrangent, qu'ils se mettent du côté de la majorité, et lorsque les questions ne les arrangent pas, qu'ils se mettent du côté de l'opposition. Donc vraisemblablement, ici, il y a un besoin d'alternance, ce sont des ambitions personnelles. Chacun de nous peut prétendre devenir candidat de la République, bon, moi pas encore parce que je n'ai pas les moyens, mais si eux, ils ont les moyens, ils veulent avoir cet espace-là et ils revendiquent cet espace-là. Et c'est assez circonstanciel. Il faudrait assez de temps pour que nous voyions exactement comment ça va évoluer. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, direction Assemblée nationale. Comme vous le savez, le Premier ministre Matata Ponyo est allé déposer le projet de budget 2016 et nous traversons le beau fleuve au Congo où s'est tenu un meeting de l'opposition à Brazzaville. La délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre est venue déposer le projet de loi des finances exercice 2016. Matata Ponyo et Oba Minaku ont brièvement discuté sur le contenu de ces documents, notamment la baisse de recettes publiques. Le patron du gouvernement s'explique. L'équivalent des 8 milliards, parce que c'est un projet qui s'inscrit dans une logique un peu difficile, un contexte international marqué par la baisse, la croissance économique mondiale, la baisse des cours des principaux produits des matières premières d'exportation par la République démocratique du Congo, notamment les cuivres et le pétrole, dont les prix ont sensiblement baissé. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement dit s'activer afin de rencontrer les attentes du chef de l'État. Nous tenons à préserver les acquis principaux sur lesquels le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est accordé. La stabilité du cadre macroéconomique, le prix des biens et services qui sont stables, les taux d'échange qui est stable, les salaires qui sont payés régulièrement, les travaux de construction des écoles qui se réalisent, les travaux de construction des hôpitaux qui se réalisent. Autre matière sur la table des discussions, le financement des élections. Je voudrais vous rassurer que le ministre d'État au budget a donc prévu une ligne budgétaire significative pour les élections, quitte à ce que les recettes telles qu'elles seront mobilisées en 2016 permettent effectivement
de rencontrer ces projections budgétaires. Matata Pogno, s'agissant du dépôt de la loi portant reddition des comptes à l'Assemblée nationale, a promis de s'atteler là-dessus. Elle sera probablement prête avant l'examen de la loi des finances, exercice 2016. L'opposition congolaise a battu le rappel des troupes ce dimanche à Brazzaville. Ils se comptaient par milliers, 3 000 selon la police, 30 000 selon les observateurs neutres et près de 100 000 à en croire les organisateurs. Au-delà de la controverse au niveau du chiffre, il était question pour l'Initiative pour la démocratie au Congo et le Front pour la défense de la démocratie de faire passer un message. Nous sommes ici pour dire non, un vrai non au référendum constitutionnel. Nous sommes venus pour dire non à l'escroquerie politique. Nous sommes venus pour dire que le président s'est trompé, un pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière. Est-ce que c'est normal d'avoir des Congolais pauvres dans un Congo riche? Hier, nous avons suivi à la télé le tour du Niger, le tour de l'Égypte, le tour de la Tunisie, le tour du Burkina Faso. Aujourd'hui, le tour du Congo est arrivé, il faut le comprendre. Pour la paix, j'ose ici interpeller le président de la République. J'en appelle à son sens élevé de responsabilité. Je sollicite la sagesse du Kani, de ce chef coutumier qu'il est. Les opposants à Sassou Nguesso ne comptent pas se limiter là. Ils prévoient d'ores et déjà d'autres manifestations jusqu'à obtenir gain de cause. Nous avons suivi Jean-Jacques Mamba, le Premier ministre. Il a dit que non, les acquis seront respectés par rapport aux volontés du chef de l'État. Comme vous le savez, il y a la stabilité du cadre macroéconomique, le taux de change qui est stable, la paye des fonctionnaires qui s'est fait régulièrement, les travaux de construction qui se poursuivent, les hôpitaux se construisent, les écoles se construisent. Et par rapport aux élections, il a dit que la ligne budgétaire sera vraiment significative pour les élections. Alors, pourquoi en tenir rigueur à Matata Pogno? Bon, vous savez, c'est un peu vague lorsqu'il dit que cette ligne sera significative, mais il faudrait que nous comprenions, nous ayons la même compréhension du budget. De manière très claire, le budget, c'est un outil qui nous permet de ventiler les recettes en contrepartie des dépenses de la République. Ok ? Et vous avez pour les recettes 2 leviers. Vous avez les impôts et les taxes. Les impôts sur les revenus, sur les sociétés, sur le patrimoine, et vous avez les taxes sur la valeur ajoutée ou sur les matières premières. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est au niveau des postes de dépenses. Dans notre budget, dans n'importe quel budget du monde, vous avez des dépenses de fonctionnement, vous avez des dépenses d'intervention, des dépenses d'équipement, et vous avez aussi des dépenses qui sont liées, lorsque vous avez un déficit, au remboursement de la dette. Donc, supposons que vous dépensez plus que vous n'aviez, vous empruntez de l'argent, et quand vous remboursez cet argent, les intérêts, c'est aussi une dépense de l'État. Pourquoi je vous donne ces 4 types de dépenses? C'est parce qu'au fait, notre budget n'évolue pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsque vous prenez le poste des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire vous avez les assemblées, vous avez la présidence et ainsi de suite, elles prennent plus de 60% de notre budget national. Avec en caractéristique que la présidence de la République et la primature sont toujours en dépassement budgétaire. De plus en moins même. De 200%, 300% à chaque fois. Et la deuxième caractéristique, c'est que lorsque vous parlez des dépenses d'équipement ou d'investissement, en lieu et place d'avoir des dépenses d'équipement et d'investissement, nous avons des dépenses électoralistes. Une dépense d'investissement, c'est une dépense qui facilite l'activité économique, qui permet aux opérateurs économiques, c'est un investissement par exemple les voies ferrées, à pouvoir augmenter leur capacité économique, mais ça permet aussi à l'État de collecter des taxes. Mais si vous avez plutôt des dépenses électoralistes, par exemple, on vous met 50 millions ou 100 millions pour faire un boulevard qui part de Sosimat à l'aéroport sans impact économique aucun. On vous dit qu'on a fait un aérogare modulaire sans impact économique aucun. Nous avons des routes de dessert agricole que l'État peut financer. Nous avons un réseau ferré qui est très dense qu'on peut réhabiliter pour permettre les échanges commerciaux. Parce qu'au plus gros, nous avons des échanges.
plus il y a la possibilité de collecter des taxes. Ce qui veut dire que nous avons un budget qui n'a pas d'ambition, parce qu'au niveau des dépenses d'équipement ou des dépenses d'investissement, on fait plutôt des dépenses fantaisistes, électoralistes du genre immeubles intelligents et des choses comme ça. Maintenant, lorsque vous prenez les dépenses d'intervention... Mais les dépenses d'immeubles, c'était pas dans le budget, non? C'était pas... Mais je vous dis, c'est une dépense. Enfin, constatons que l'argent était dépensé pour un immeuble intelligent, alors que cet argent pouvait être affecté à l'amélioration des conditions économiques des agents pour que l'impôt ou la taxe soit collectée. Vous prenez par exemple les dépenses d'intervention. C'est-à-dire que là, vous avez tout ce qui est social et tout ça. Dans notre pays, c'est 1%. Quand vous voyez par exemple ce qui est alloué à la recherche scientifique, c'est moins d'1%. Comment voulez-vous être un pays émergent quand vous dépensez moins d'1% de votre richesse pour la recherche scientifique? Donc, quelque part, c'est un budget qui n'a pas d'ambition parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe, madame? Nous avions 9 milliards avec 11 provinces. Cela veut dire en d'autres termes qu'avec 26 provinces, les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire... Voilà. C'est mieux en 26. Voilà. Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire, vont augmenter parce qu'il faudra payer tous les administratifs qui sont dans ces provinces. Mais si ces dépenses augmentent, quelle est la contrepartie? Donc, avant même de faire les provinces, il fallait qu'on ait un programme pluriannuel qui permette à chaque ministère de voir dans quelle mesure on peut avoir les deux pôles, c'est-à-dire voir, par exemple, en Bongananga, quelles sont les dépenses qu'il y a à faire, mais quelles sont les taxes qui peuvent être collectées. Et pour que ces taxes existent, quelles sont les dépenses d'investissement qu'il faut faire à Bongananga pour que les opérateurs économiques fonctionnent et que nous puissions les taxer. Cela n'a pas été fait. Comme l'a si bien dit Adolphe Mozito, voilà. ce sont des bornés. Voilà, donc ils ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Il y a aussi un problème de capacité parce qu'il n'y a pas de vision. Vous voyez, on a embarqué le chef de l'État, Mwanabatou, dans les 5 chantiers. On l'a sorti de là, on l'a mis dans la révolution de la modernité. Donc lui-même ici est un peu perdu, à en croire même qu'il a dit, je pense, lors d'une assemblée, que voilà, on entend parler des chiffres, mais le social de Congolais ne change pas. C'est parce qu'il n'y a pas eu une certaine volonté de donner un fil conducteur, une suite logique, dans un programme pluriannuel qui allait nous permettre d'augmenter la richesse de l'État. Dans notre budget stagnera toujours entre 8 et 9 milliards. Mais parce qu'ils n'ont pas la capacité de dénicher, d'organiser l'État pour que nous allions écouter l'Angola, c'est déjà 68 milliards. Madame, est-ce que vous trouvez normal... L'Angola, c'est le pétrole, Jean-Jacques Mamba. Non, madame, il n'y a pas que les pétroles. Je vous dis, un budget... Le diamant, le pétrole, il n'y a pas que ça. Nous avons mais leur budget est beaucoup plus basé sur le pétrole, non? Oui, certainement, mais il y a aussi des activités connexes au pétrole. Il y a aussi des activités de transformation, des sociétés de transformation qui sont taxées. Vous avez aussi une administration, des taxes qui sont collectées. Donc on ne va pas accuser l'Angola d'avoir le pétrole et de dire que c'est à cause du pétrole qu'ils ont un gros budget. La Tanzanie n'a pas de pétrole, elle a un budget beaucoup plus... Je crois elle nage entre 11 et 13 milliards, mais je dois bien vérifier, je ne préfère pas m'avancer. Vous prenez le Ghana qui a un budget qui est plus supérieur au nôtre. Nous avons... Le Congo-Brazza a 4 milliards, mais pour une population qui est 10 fois moins la nôtre. Donc nous, lorsque nous avons 26 provinces, avec 11 provinces, nous avons 9 milliards, et ça n'a jamais été assez, parce que vous allez remarquer que l'État ne fait toujours pas face à ses obligations régaliennes en termes de sécurité, de police et ainsi de suite, de l'armée, tout ça. Avec 26 provinces, il faut plus de policiers, il faut plus de militaires, il faut de l'administration, plus de fonctionnaires. Je ne vois pas comment il va s'en sortir. Donc nous disons qu'après 2 mandatures, lorsque nous avons en face de nous un État, un gouvernement qui n'a pas de vision, il appartient au chef de l'État, pour sortir en douce, de trouver un autre collaborateur qui pourra relever le défi, ne serait-ce que pour les 12 mois qui viennent, pour améliorer la situation, parce que c'est catastrophique. Nous nous envolons, donc nous traversons, nous prenons un petit bateau. Nous allons à côté. Vous avez suivi le meeting de l'opposition par rapport à Sassou Nguesso. Ils ne veulent pas de son 3e mandat. Aujourd'hui, c'est un peu le concept des présidents actuels. Tout le monde veut glisser, tout le monde veut faire un 3e mandat, mais l'opposition congolaise déniette. Alors, vous pensez que ce meeting, Jean-Jacques Mamba, vous êtes de l'opposition, c'était une réussite pour l'opposition congolaise d'en face? Écoutez, ils ont les meilleurs outils pour vérifier si c'était réussi ou pas. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense en Afrique maintenant, c'est comme à l'époque de la perestroïka, qu'on devait mettre fin à la dictature, et aujourd'hui qu'on pense que les textes sont sacrés et que l'Afrique doit sortir de l'opprobre. Mais vous comprenez quand même les propos du président Sassou qui a dit que non, laissez le peuple trancher. Si le peuple dit non, je veux un 3e mandat pour Sassou Nguesso, ben qu'il continue. Qu'est-ce qui se passe? S'il fait bien son travail, laissez-le travailler. Madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, vous savez, l'opposition dans la plupart des pays africains ne laisse pas la possibilité, ne veut pas que la majorité organise un référendum? Parce que nous avons des expériences des élections. Et je remercie le courage du chef de l'État qui, en 2011, avait reconnu lui-même que le scrutin n'était pas bon. Donc moi, aujourd'hui, je confierai difficilement la responsabilité à la CENI actuelle dans les conditions parce que je sais que ça sera truqué. Vous savez, à Malembankoul, on a voté le chef de l'État par des morts. Moutokoufa, quelqu'un qui est là, qui n'existe pas, 102%. Nulle part au monde, ça doit entrer dans le livre des records. Vous pensez vraiment que des organes de ce type-là, nous pouvons, nous, opposition, leur confier la responsabilité et être sûr que le référendum va être bien fait? C'est pour éviter encore de rentrer
rentrer dans des difficultés, d'autant plus que le référendum va coûter cher. Il n'y a pas eu d'argent pour faire les élections des gouverneurs. Si par un tour de magie, l'argent du référendum sort, on va crier à la trahison. C'est une haute trahison. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Par rapport à la suppression de visa, nous gagnons le temps. Vous êtes pour ça va apporter, ça va quand même rebooster un tout petit peu l'activité économique. On devrait même créer un pont. C'est les capitales les plus proches du monde. On doit créer un pont. Les gens peuvent aller à Brazzaville quand ils veulent y revenir. Nous sommes des peuples frères. Moi, je ne trouve pas de mal à ce que l'Afrique, au lieu de se diviser, de créer des frontières, de multiplier les frontières, puissent un peu se réunir, mais sur des bonnes valeurs, sur des chartes qui mettent tout le monde d'accord, notamment sur des textes, de telle sorte que nous sortions de l'opprobre, parce que c'est ce que j'ai en train de vous expliquer. Nous sommes le dernier continent au monde qui n'a pas pu évoluer. Vous savez, 1% dans l'économie mondiale. Mais c'est très grave alors que nous avons plus de 50% des ressources naturelles du monde entier. Simplement parce que nous avons l'habitude de créer des personnes providentielles qui, à un certain moment, après 5 ans, 10 ans, sont en panne d'idées et ne laissent pas la possibilité à des gens comme vous et moi ou l'opposition de venir avec de nouvelles idées et de faire avancer les choses. Et donc c'est un peu triste, mais nous avons de l'espoir, nous ne sommes pas fatalistes et nous pensons que les choses vont évoluer et nous nous battons pour cela. Par rapport à l'Afrique anglophone, Jean-Jacques Mamba, vous êtes une élite de mon pays. Vous pensez que l'Afrique anglophone avance plus vite que l'Afrique francophone? Nous avons une culture qui est tout à fait différente parce que les anglophones, de manière générale, sont pragmatiques. Lorsque vous voyez la manière dont est gérée les États-Unis et de gérer la France, par exemple, c'est deux approches différentes. En France, il y a... par rapport... Mais nous avons les pays francophones. Nous, c'est différent. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que la mentalité anglophone, c'est une mentalité de battant. C'est le meilleur qui gagne, on donne la chance à tout le monde, et celui qui a une idée, il est promu. Dans une mentalité plutôt franco-germanique, vous avez la protection, on veut protéger les faibles, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de verbiage. Hein. C'est comme ça que vous voyez que M. Mende est très champion en parole et tout ça, mais que bon, finalement, le pays n'avance toujours pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons être pragmatiques. Il y a des textes, quand c'est fini, ils offrent, vous arrêtez. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, donc merci au porte-parole du MLC, Jean-Jacques Mamba, d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et autres. Et je vous le suggère, la vie politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est sur Twitter. Eh bien, ouvrez vos comptes Twitter et nous allons dialoguer là-dessus. Merci donc une fois de plus à Jean-Jacques Mamba et merci à toute l'équipe technique de ce dimanche qui ont bien, en tout cas, fait leur travail et cette émission a été bien réceptionnée chez vous. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.